Donc, on va voir un petit peu les complications potentielles des prothèses discales cervicales. Alors, oui, vous connaissez, il y a bien sûr des complications non spécifiques liées à la voie d'abord que vous connaissez tous, mais il y a également des complications spécifiques à la prothèse. Alors, j'ai listé toutes les complications potentielles. Par exemple, je vais vous montrer quelques exemples de complications. Voilà une prothèse mal posée, mal centrée. C'est plutôt une faute technique parce que le centrage, normalement, il est bien assuré par la préparation des incis, comme vous l'a dit le professeur Chalteau de suite. Et on peut aussi, bien sûr, faire des radiographies de contrôle de face pour s'assurer du centrage. Les problèmes de migration d'implants, là je vous montre un problème de migration postérieure. C'est un cas très ancien qui a eu plus d'une dizaine d'années. Et ces cas de migration, dans notre expérience, ils sont absolument tout à fait exceptionnels. Et ce cas, d'ailleurs, n'avait pas été réopéré. Donc, je vais faire plutôt un focus sur les complications beaucoup plus fréquentes de ces prothèses cervicales, et en particulier sur les ossifications hétérotopiques qui peuvent amener parfois à des fusions de l'implant, et puis les ostéolyses intérieures qui peuvent parfois être accompagnées d'impaction de la prothèse dans le corps vertébral adjacent, en particulier dans le corps vertébral sous-jacent. Alors, tout d'abord, concernant les ossifications hétérotopiques, on utilise la classification de McAfee, et le grade 3 et le grade 4 dans la classification de McAfee correspondent à des prothèses qui sont peu ou plus du tout mobiles en raison de ces ossifications périprothétiques. Alors, on avait revu dans le service une série de rétrospectives de 230 prothèses de Bryan, et Nicolas Auer avait pu montrer que finalement, il y avait une incidence de la fusion de 4% par an. Et au terme du recul, à un recul de 4 ans, on avait retrouvé 18% de prothèses qui étaient non fonctionnelles, bloquées dans cette série. Et ces ostéophytoses périprothétiques étaient essentiellement antérieures, soit bilatérales, mais vous voyez que les ostéophytoses postérieures étaient finalement isolées, étaient très rares. Alors, ce qui est vraiment important dans notre pratique clinique, c'est qu'il avait été montré dans cette large série que la présence d'ossification prédiscale préopératoire, ossification ou calcification, augmentait le risque relatif de 8 pour avoir une prothèse bloquée à 4 ans. Et dans cette série prospective de Mobicé qui avait été fait par Patrick Guérin dans son travail de thèse, il avait montré qu'au recul de 2 ans, il y avait 27% des prothèses qui avaient des ossifications hétérotopiques et 11% qui avaient des grades 3 ou 4, c'est-à-dire peu ou plus de mobilité. Alors, de la même façon, ces ostéophytoses périprothétiques étaient surtout antérieures, elles n'altéraient pas le résultat clinique et ils n'avaient pas retrouvé de facteurs déclenchants, de facteurs de risque à ces ossifications périprothétiques. Alors, quand on regarde la littérature, il y a essentiellement 2 méta-analyses qui font le focus sur ces ossifications hétérotopiques, et ces 2 méta-analyses donnent des résultats strictement superposables aux résultats de notre service, c'est-à-dire qu'il y a 11% de prothèses bloquées à 2 ans, environ 20% entre 2 et 5 ans. Mais vous voyez que dans ces 2 méta-analyses, on a des résultats beaucoup plus tardifs et que sur une longue période, entre 5 et 10 ans, il y a quasiment la moitié des prothèses qui n'auront plus de mobilité. Autre point que je voudrais développer, c'est ces risques d'ostéolyse antérieure. Voilà le cas d'une patiente que j'avais opérée moi-même il y a de nombreuses années, prothèse 3 niveaux, et vous voyez que sur la radiographie à 3 mois, eh bien, on voit une ostéolyse vraiment inquiétante sur les corps vertébraux de C5, C6 et même un petit peu C7. Et voilà la radiographie à 1 an de cette patiente. Alors, je ne l'avais pas réopérée parce que cliniquement, elle était asymptomatique. Je n'ai pas de suivi ultérieur parce qu'elle a déménagé, je le sais, dans l'Est de la France. Et donc, je ne sais pas si l'un de vous l'a repris. Mais toujours est-il que ça nous a porté à nous intéresser sur ces ostéolyses antérieures. Donc, on a décrit une technique de mesure. C'est juste un ratio entre le pré- et le post-opératoire de cette plage d'ostéolyse antérieure. Et puis, on a décrit une exposition antérieure de l'implant quand il y a une ostéolyse qui va le découvrir de plus de 2 mm, et puis une impaction de l'implant quand il y a une angulation entre le pré- et post-opératoire supérieur à 5 degrés de l'implant,
ou une diminution de hauteur du corps vertébral sous-jacent de plus de 2 mm. Et donc, on a pu classer ces ostéolyses antérieures en différents grades, minimes, modérés, sévères, en tenant compte du pourcentage de cette ostéolyse antérieure. Alors, je vais vous montrer une ostéolyse minime, vous voyez, qui correspond juste à un effacement de l'ostéophytose antérieure. Voilà une ostéolyse modérée avec une découverte de la partie antérieure de l'implant inférieure à 2 mm. Une ostéolyse sévère, vous voyez la forte découverte de la partie antérieure de l'implant sans impaction. Et si vous regardez les radiographies à 2 ans, 4 ans, 6 ans, vous voyez très bien la réossification de cette ostéolyse antérieure. Voilà une autre ostéolyse sévère avec cette fois une impaction du plateau vertébral sous-jacent. Et de la même façon, la radiographie à 1 an et à 5 ans montre un processus de réparation de cette ostéolyse antérieure. Alors, on avait revu une série de 185 implants avec un suivi minimum de 5 ans et avec donc différents types de prothèses. Et vous voyez que ces ostéolyses, elles sont finalement très fréquentes. On les a retrouvées dans 64% des cas, mais seulement 3% d'ostéolyse sévère avec une découverte de l'implant, avec éventuellement impaction. On peut dire que ces ostéolyses, elles sont très précoces. Vous les voyez quasiment sur la première radiographie de contrôle à 3 mois. Il n'y a en général pas de progression de cette ostéolyse dans la première année. Il faut rester calme si vous voyez ces ostéolyses chez vos patients, parce que finalement, on n'a eu aucun cas de reprise chirurgicale d'implant dans cette série. Et vous voyez que ces ostéolyses, elles sont fréquemment, les minimes et modérées sont très fréquemment retrouvées dans la prothèse Mobicé. Et les ostéolyses sévères sont par contre quasiment exclusivement le cas d'une prothèse discocerve. Et cette prothèse discocerve, en fait, elle a un centre de rotation en haut. C'est une ball and socket avec un centre de rotation en haut, donc qui n'est a priori pas physiologique et qui doit donc entraîner quand même des contraintes tout à fait anormales sur le plateau vertébral sous-jacent. On a essayé d'analyser des facteurs de risque de cette ostéolyse, on n'en a pas retrouvé en dehors du nombre de niveaux opérés. Donc, en conclusion, il y a des complications avec les prothèses de disque. Ces complications sont essentiellement radiologiques, mais vous voyez qu'elles sont dans la très grande majorité des cas non symptomatiques ou peu symptomatiques. Et la chirurgie de révision en relation avec l'implant reste exceptionnelle, et ça sera également un point qui sera analysé dans les séries ultérieures qui vont vous être présentées. Je vous remercie.